Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle émission de l'Atelier du Code. Yo, salut Nidora. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end et puis un bon lundi. On se retrouve aujourd'hui, c'est un peu particulier, normalement on se retrouve plutôt vers 18h30. Mais là, du fait de contraintes sanitaires, etc., il a fallu que je décale un petit peu, mais on est là, on est en place, et puis c'est parti. Je me suis rendu compte lors du dernier montage que j'avais des soucis de son. N'hésitez pas à me dire s'il y a un problème, s'il y a des petits tics qui apparaissent, s'il y a des sauts de connexion, des machins comme ça. D'habitude je passe par mon micro en Bluetooth. Là j'ai décidé de mettre le câble en espérant que ce sera mieux. Et voilà, je vous laisse me dire dans le chat et puis c'est parti, lançons cette émission. Alors, au programme de cette semaine, qu'est-ce qu'on a comme prévu. Si je sors le plan qui se trouve à peu près ici, on va essayer d'éviter de se spoiler pour cette fois-ci. Je mets que des liens, on va suivre tout ça, ça raconte des histoires, ça donne des avis. Et donc au programme de cette semaine, donc un petit follow-up par rapport à la semaine dernière, par rapport au sujet qu'on avait abordé, quelques petites updates. Le gros sujet, l'application Elise, le gros drama. Donc on va revenir dessus, on va essayer de partir pas trop loin, mais d'essayer d'avoir une sorte de fil conducteur. Je pense qu'il y a une histoire quand même à raconter. Il y a à mon avis en 2 spies aussi. Juste après une news par rapport à Google Analytics. Donc là c'est voilà, il y aura des choses à dire sur Google Analytics. Bientôt la fin en Europe, peut-être pas, on verra. Autre chose, suite à un tweet de Bruno Le Maire, qui s'enjaillait par rapport à l'augmentation du nombre d'entreprises en France. On va y passer dessus. Là aussi, ça a soulevé quelques réactions. Le son est un peu fort. Ah merde. Au niveau de la voix, c'est ça? Attends, je baisse le son de ma voix. Oh non, je fais n'importe quoi. Le son est un peu fort. Ok, on baisse. J'ai baissé la musique, dites-moi si c'est le son du micro. Je verrai si je peux faire un truc en live. Ok. Donc troisième gros sujet. Le statut d'auto-entrepreneur. Oui, donc je disais, Bruno Le Maire a fait une grande annonce. On verra ce qui s'y cache. Est-ce que tout est si rose ou pas? Et surtout, je vais vous partager un peu mon expérience sur le sujet. Parce que j'ai entamé une démarche depuis maintenant 3 semaines ou 1 mois. Et voilà, ça peut valoir le coup de partager. Alors j'en suis pas encore qu'au début, j'aurai pas plein de tips, mais ne serait-ce que pour la création d'entreprise, je peux partager mon expérience par rapport à tout ça, sachant que l'affaire est à suivre. Et puis comme d'hab, on passera sur l'actualité en bref avec quelques nouvelles. On verra. Et voilà, avant de s'attaquer dans la partie Tool in Action, un outil qu'on m'a proposé, qui s'appelle fuite.js et qui sert à détecter des fuites mémoire côté front-end. Donc on s'amusera un petit peu avec, j'ai commencé à jouer. On va voir pour ce qu'on peut faire, on va tester les différentes options. Et puis voilà. Alors, c'est parti. Première chose. Ah oui, je montre même pas l'image, mais c'est pas si grave. Première chose, oui, petit erratum par rapport aux licornes, par rapport à ce que je disais la semaine dernière sur les licornes. J'avais annoncé 26 licornes, même 26 et demi. Il se trouve qu'au final, il y en avait effectivement bien 25, comme annoncé par le président.
Et quoi qu'il en soit, il y a une 26e qui a été annoncée dès le lendemain. Donc en vrai, j'avais faux, mais à une journée près, on n'était pas si mal. La 26e licorne étant Spendesk. Voilà, Spendesk, je sais même plus ce que ça fait. Je vais partager l'écran. Hop, on va passer en mode de jeu, clac. Là aussi, dites-moi si tout va à ce niveau-là. C'est peut-être écrit un peu petit, je ne sais pas si je peux augmenter la taille. Apparemment pas des masses. Donc encore en plus, non plus. Mais bah c'est pas grave, on fera que suivre. Ah si c'est bon, il y avait un petit peu de vague. Donc 26 licornes par rapport aux 25 annoncés la semaine dernière. Tous les liens qui sont là, je les mettrai en description de la vidéo quand je la publierai sur YouTube. On va essayer de faire en sorte que de livrer, de poster les vidéos sur YouTube un peu plus vite que la semaine dernière. Voilà, donc il y aura tout le lien en description. Deuxième chose, un petit follow-up, donc tu m'avais filé Yann en live, mais que j'avais pas pu lui montrer par rapport à Faker.js. Donc on avait expliqué tout le drama autour de Faker.js, le fait que la lib, voilà, l'auteur a fait un petit peu il a pris position. Quoi qu'il en soit, des gens ont forqué le projet. Au départ, il y a eu pas mal de... La musique est toujours un peu forte. Ah, pourtant j'ai pas de musique là. On va la baisser encore un peu. Pardon. Ah, ok. Et donc, il y a eu plusieurs forks du projet. Et finalement, il y a une initiative qui a commencé à se stabiliser qui s'appelle Faker-JS. Donc, on peut aller voir le tweet directement si ça s'ouvre. Ah, ok. Donc, dans lequel bah, voilà, l'organisation. Alors, je sais pas si ça passe super bien à l'écran. Sur le mien, ça passe moyen, mais à vous de me dire. Et donc il y a ce groupe Faker, alors là c'est underscore, mais en vrai c'est la lib c'est Faker-JS qui semble prendre, bah voilà, comme indiqué sur la courbe, qui semble être le fork à suivre. Donc si vous voulez faire générer de la fausse donnée dans vos applications Node et dans vos applications, enfin dans vos tests, bah, il faut utiliser Faker-JS. Voilà, petite update par rapport à la semaine dernière. Bah, je propose de passer directement au gros sujet de la semaine, qui est le fameux drama par rapport à l'ouverture du code de l'application Elise. Alors on va déjà représenter ce qu'on a parlé d'Elise la semaine dernière, en présentant, enfin en racontant qu'il y avait déjà pas mal de failles de sécu qui avaient été découvertes. Suite à ça, la communauté s'est un petit peu emparée du sujet et a quelque part mis la pression sur les deux créateurs de l'application Elise, qui est qualifié souvent de Tinder de la politique. Et donc, bah, suite à toute cette pression médiatique, salut HBLAO, j'espère que j'ai bien prononcé. Et donc, par rapport à toute cette pression médiatique de la communauté tech, les deux créateurs, qui sont deux étudiants, notamment en management et en gestion, sont passés dans l'émission sur le Twitch de Hugo Clément pour annoncer en grande pompe deux grosses annonces. Donc on peut aller voir, hein, j'ai mis donc le timer c'est 28 minutes 8. J'ai pas cliqué sur l'un, j'ai pas envie de lancer la vidéo, ça va me péter ma bande passante entre autres. Mais au cours de leur intervention, bah, ils ont expliqué des choses par rapport à Elise, d'où leur est venue l'idée, le fait qu'ils aient été un peu dépassés par le succès. C'était un petit délire entre amis et même un peu plus. Et finalement, ça a pris de l'ampleur. Donc, ils ont fait deux grosses annonces. La première, c'est qu'ils ils ont supprimé toutes les informations, toutes les données personnelles jusqu'à présent de la plateforme. Alors je me rappelle plus si derrière ils comptent relancer ou récupérer les données, etc. Donc ça j'ai pas suivi, je vous invite à aller voir la vidéo pour plus de détails. Et deuxième grosse annonce qu'ils ont faite, c'est que ils ont rendu le code open source. Et donc à partir de là, a commencé à se constituer la suite du drama quelque part. Le code source il situe directement sur le repository de François Marie, qui est un des deux créateurs de l'application. Et forcément, les gens se sont jetés dessus. Et ce qu'ils ont découvert,
c'est comme dans tous les projets d'informatique, hein, au final. Ils ont découvert des choses un petit peu sales, et là en l'occurrence, comme c'est du code fait un petit peu rapidement, dont l'échéance se situe dans les 3 mois à venir, vu que c'est une application qui va surfer sur la vague présidentielle, tout ça, faite par des étudiants, par des gens qui ne sont pas forcément plus du métier, enfin dans des études d'informatique. Il y a des petites choses, et donc tout est parti de ce tweet d'Adrien, monsieur Adrien 79, qui a fait ce qu'il voulait, une blague, effectivement, qui se moque un petit peu du code. Donc voilà, tout est parti de là, ça a été pas mal retweeté jusqu'à frôler les 2000 likes. Et puis dans le lot, bah, il y a des gens qui se sont sentis peut-être un petit peu agressés, en tout cas qui ont pas trouvé la blague très drôle. Et c'est là qu'a commencé à démarrer une forme de vague de critiques à l'encontre des gens qui s'amusaient, qui critiquaient et qui critiquent le projet. Après, la blague, on peut la trouver drôle ou pas, hein, là aussi, comme le disait Adrien, comme dit Adrien dans un autre tweet, il n'avait pas forcément prévu de faire un méga buzz autour de ce tweet. C'était juste une petite blague là aussi. Ouais, là, c'est pour que c'était une blague dans son petit réseau. Et finalement, ça a pris de l'ampleur. Alors, c'est pas le seul à avoir fait des blagues, il y en a plusieurs, et j'ai pas envie de criminer ni quoi que ce soit, surtout que quand il s'est rendu compte de la portée de son tweet et des réactions, il n'a pas hésité à développer sa pensée, à s'excuser, etc. Je pense franchement qu'il a fait les choses propres. Quoi qu'il en soit, c'était parti. Et là, c'est commencé à apparaître des critiques à l'encontre d'une vague de toxicité. Enfin voilà, les gens ont commencé à dénoncer la toxicité de l'informatique, vraiment de tout le milieu. Alors là aussi, ça c'est Twitter, hein. Ça part vite en drama, ça part vite dans tous les sens, c'est hyper extrême, c'est du réseau social, tout ça, tout ça. Voilà, on va dire qu'à partir de ce moment-là, entre les gens qui ont fait des blagues sur le code et qui ont un peu critiqué le code, qui est critiquable mais comme toute forme de code, et puis les gens qui ont critiqué, ceux qui se sont moqués, enfin ouais, qui ont rigolé de ça, bon, on va dire un partout balle au centre. Ça aurait pu s'arrêter là. C'est là que ça a commencé à aller encore un peu plus loin. Cette fois-ci, ça a quitté les frontières de Twitter. Et ça a un petit peu, pas dérapé, mais de ce que j'ai compris de l'histoire, alors j'y étais pas, mais lors du Tour Tech, il y a un orateur qui a fait des réflexions sur le sujet. Alors je pense que là aussi, hein, je sais pas qui c'est, et c'est pas grave, qui a fait des remarques à ce propos. En gros, il a critiqué les gens qui critiquent le code, mais il l'a fait en name droppant les gens, donc en citant le nom. Et donc quelque part, il a fait du name shaming en voulant dénoncer le name shaming. Donc c'était là aussi un peu maladroit, surtout c'est un petit peu envenimé deux, trois situations, deux, trois relations, jusqu'à blesser certaines personnes. Notamment, c'est Olivier qui a été une des personnes prises pour cible quelque part par l'orateur en conférence, qui l'a mal vécu, qu'il a plutôt mal vécu, et heureusement ça va, il est soutenu, il a une belle communauté. Honnêtement, je le suis depuis pas mal de temps, on peut pas dire qu'il soit vraiment une personne malveillante, etc. Au contraire, c'est quelqu'un de très bienveillant. J'ai toute bonne foi en lui. Quoi qu'il en soit, bah oui, il a peut-être eu un mot qui a été mal compris, etc. Ça arrive à tout le monde, hein. Dès qu'on communique, forcément, on fait des erreurs. Et voilà, donc ça a été un petit peu dur pour lui. Et finalement, bon, je crois qu'il s'en est remis, hein. Il a continué à retweeter des choses intéressantes par la suite. Mais c'est pour vous donner un petit peu un ordre d'idée jusqu'où c'est allé cette histoire. Finalement, Olivier, dans un autre tweet, a vraiment tenté d'être le plus constructif possible par rapport à des remarques qu'il avait émises. Donc lui, il n'était pas tout seul à avoir émis des remarques. Il a constaté plusieurs jours après que les PR n'avaient pas été émergés, que les issues n'avançaient pas forcément.
que qu'en termes de communication aussi, les auteurs n'étaient pas forcément les plus présents. On rappelle, ces deux jeunes qui sont un petit peu débordés par le succès. Tant mieux pour eux, ça leur servira plus tard, mais en attendant, pour l'instant, ils sont un petit peu débordés. Ça fait gros pour eux. Et voyant que pas beaucoup de choses bougeaient, hormis l'apparition d'une licence, il a demandé où est-ce qu'on en était, etc., s'il y a des choses qu'on peut faire. Voilà par rapport à tout ça. Et suite à ça, là aussi il y a des discussions intéressantes, vous pourrez suivre le lien, mais surtout, on va dire l'histoire se finit pas trop mal, car suite à l'un de ses tweets, il y a directement un des contributeurs, donc François-Marie, qui lui a répondu. Voilà, exactement, c'est celle-là, par rapport à tout ça, c'est ce que je disais, le fameux tweet, il lui a répondu, et là on voit que ça avance dans la bonne direction, que ça prend vraiment une tournure constructive, donc c'est exactement ce qu'on disait la dernière fois. C'est Twitter, ça part super vite, super loin, super incontrôlé, mais finalement la communauté des devs, encore une fois, a réussi à reprendre ses esprits, on va dire, je parle de système, hein, je parle pas de personne, et finalement on arrive à avancer, à se mettre d'accord. Et j'ai envie de conclure, en tout cas en termes de narration de cette histoire, sur ce tweet de Benjamin, que je like, hein, que je partage. C'est cool quand on discute sereinement. On est bien d'accord. La moquerie sur le code font mal quand même. Effectivement, ça peut faire mal. Moi, j'ai subi ce genre de... Les moqueries, ouais. J'ai subi ce genre de choses. J'espère que j'ai pas fait trop de moqueries. Après, c'est comme tout, l'humour, ça dépend avec qui, à quel moment, tout ça, tout ça. Bref, il faut toujours respecter quand même son auditoire, et puis on sait jamais jusqu'où ça ira. Bon, ah non, si, un dernier mot par rapport à tout ça. Ouais, n'hésitez pas, hein, si je suis maladroit, pareil, hein, c'est de la communication, là je discute, mais si vous trouvez que je suis maladroit ou que je dis de la merde, n'hésitez pas à me le dire, il n'y a pas de souci. Petite update quand même, j'ai quand même été checker... non, c'est pas ici, pardon. J'ai quand même été checker le code, alors comme je m'y attendais, c'est pour ça que le lien il est si haut dans ma presse, que je prépare toute la semaine. Ils ont, voilà, suite à tout ça, suite à l'annonce de l'ouverture de code, ils ont effectivement pas mal d'issues à traiter, et pas mal de pull requests. Alors là aussi, j'ai regardé quelques pull requests dans le détail. Il y a un petit peu de tout, et beaucoup de choses surtout. On voit du GraphQL, on voit du TypeScript, chacun y va de son bout de refactor. Pour certains, c'est beaucoup, pour d'autres, c'est des petites modifs. Quand on n'a pas l'habitude de gérer du code, quand on n'a pas l'habitude de gérer du code en équipe, et quand on n'a pas l'habitude de gérer du code open source, et encore moins dans un contexte sous le feu projecteur, ça fait tout drôle, et c'est vraiment pas simple à appréhender. Donc quelque part, je peux comprendre, je m'y attendais, on pouvait s'y attendre, parce qu'ils prennent du temps à régler à merger, à corriger tout ça. Personnellement, par rapport à tout ça, je m'attends à ce que ça prenne encore un petit peu de temps. Parce que ça doit pas être simple, j'imagine, en plus qu'ils ont des études à côté, etc. Et même des sollicitations, etc. Le truc, mince, j'avais encore un mot à dire par rapport à tout ça. Donc j'ai regardé les pull requests, mais pas les issues. Tout ça, ouais. Puis j'imagine qu'il y a des gens qui sont lâchés et qui sont d'un peu haut niveau, et on va en découvrir une ensemble. Non, ça va. Non, ça va, voilà, apparemment c'est pas si déconnant d'exprimer, ok, ça avance. J'espère qu'ils auront le temps de traiter. Oublions pas non plus que c'est une application qui est faite pour durer 3 mois. Donc ce serait pas déconnant qu'ils fassent pas non plus masse d'efforts pour une valeur ajoutée dont on sait qu'elle prendra fin dans 3 mois. Voilà. Mon avis sur le sujet, je l'ai évoqué, hein, c'est comme d'hab, ça va vite, ça va loin, finalement ça se finit plutôt bien. Attention aux moqueries, effectivement, attention, c'est jamais une bonne chose de se moquer. J'imagine, là j'imagine très bien, ce que je me suis dit, c'est que Adrien qui a fait sa blague, il pensait pas que derrière c'était deux petits jeunes. On a l'habitude de voir des projets autour de l'État, de la politique, tous ces sujets-là, voilà, un petit peu sérieux. On a l'habitude que ce soit appréhendé par des grosses boîtes, Capgemini, Accenture, Atos, toutes ces boîtes-là.
Et quand il a fait sa bague, je pense que Adrien avait en tête que c'était plutôt ce genre de boîte et de profil. Et quelque part, c'est facile de taper sur du code qui sort de ces gros cabinets, c'est très impersonnel, etc. Donc on peut pas nous reprocher. Là, malheureusement, c'est tombé bah voilà, sur deux jeunes qui ont fait ce qu'ils ont pu, qui ont été au bout de leur délire. Donc je pense que c'est pour ça que l'histoire elle est partie aussi loin. Après, j'ai l'impression que c'est en train de se tasser. Alors ça va vraiment se tasser quand déjà à la fin des présidentielles pour commencer. Et ce sera déjà tassé avant, si d'aventure il y a un petit peu de com. Ça, c'est aussi un truc qu'on pourrait leur reprocher. C'est que jusqu'à présent, ils ne disent pas qu'ils sont pas ouverts au PR. Ils envoient un double discours, un double message. C'est qu'ils ont rendu le code open source, mais sans donner les codes. Là aussi, ils n'ont peut-être pas forcément l'habitude. Sans dire comment contribuer, sans donner les explications de pourquoi ils l'ont rendu open source. Ils auraient pu annoncer qu'ils le rendent open source par transparence, mais sans intention de faire vraiment évoluer la plateforme, autre que des problématiques de licence, de sécurité ou des bugs. Ils auraient aussi dû avertir qu'ils ne savent pas forcément bien s'y prendre et qu'ils demandent de l'aide, etc. Enfin voilà, je pense qu'il faudrait qu'ils communiquent un petit peu plus. Ça générait peut-être moins de frustration, moins d'espoir, moins d'attention en vrai par rapport à tout ça. Encore une fois, c'est un petit projet qui est fait pour s'amuser. Merci 4H4MX pour le follow. Donc encore une fois, voilà, c'est un petit projet qui est surtout fait pour s'amuser. C'est dommage que ce soit si sérieux. Bref, en tout cas, ça fait des choses à dire et ça, c'est plutôt intéressant. Deuxième sujet que je vais mettre à l'honneur. Au départ, je comptais parler plus de l'étude de Coding Game. Finalement, j'en touché un bout très rapide tout à l'heure. Deuxième sujet qui moi m'a marqué parce que c'est un peu un de mes combats personnels, même si c'est grand de le dire comme ça. C'est peut-être passé un peu inaperçu, j'ai l'impression, en tout cas, ça fait pas grand bruit, pas plus que ça, mais c'est la question de la fin de Google Analytics en Europe. Il s'est passé une annonce, c'est que le gouvernement, plutôt la CNIL de l'Autriche, appuyé par ensuite appuyé ou qui a pris le pas par qui a été, dont le pas a été pris par le gouvernement, a décrété, a annoncé que Google Analytics ne respectait pas la vie privée des citoyens de l'Europe et en particulier de l'Autriche, et ils ont décidé de mettre fin à Google Analytics en Autriche. Alors je ne sais pas dans quelle mesure ça prend effet, etc. Mais voilà, c'est une grosse annonce. Donc il y a un pays qui ose s'attaquer à Google. Enfin, merci beaucoup. Dans la foulée, il y a les Pays-Bas qui ont enchaîné, donc de la même façon. Bon, on peut ouvrir les liens, mais on va pas s'amuser à lire l'article en entier. Donc, le plus intéressant, c'est comme que vous alliez voir. Bon, il n'est pas si long que ça. Google ouais, du coup, bah, ça fait déjà deux pays qui commencent. Alors, les Pays-Bas, ils n'ont pas été au bout de la démarche. Pour l'instant, ils sont juste en mode. C'est la CNIL des Pays-Bas qui dit ouais, non, Google Analytics, non, ça va pas, c'est illégal, etc. Donc pour l'instant, côté Pays-Bas, je crois savoir que c'est pas encore suivi d'effet en termes de législation, etc. Mais ça commence à bouger et notamment ça commence à faire peur à Google, qui voit la chose arriver et qui commence à se demander si on ne devrait pas trouver une suite au Privacy Shield qui au final ne couvre, quand on s'intéresse aux détails, on se rend vite compte que le Cloud Act y passe avant et qu'au final le Privacy Shield il protège pas grand chose en termes de respect de la vie privée des Européens. Donc ça bouge et ça c'est intéressant. Il y a un autre tweet que j'estimais intéressant qui va plus loin et qui commence à anticiper que c'est carrément toute l'Europe qui va de plus en plus bouger par rapport à ces notions de vie privée, et notamment par rapport à Google Analytics. Donc là, voilà, moi je trouve que c'est un bon combat et ça me fait plaisir de voir ce genre de nouvelles. À titre perso, bah oui, le plus possible, j'évite de mettre du Google Analytics. En plus, on se rend compte souvent que quand on fout du Google Analytics, c'est juste par plaisir d'avoir réussi à brancher une API, d'avoir réussi à brancher un machin qui fait plein de dashboards et tout sur son site. Mais on se rend compte aussi rapidement que derrière, il n'y a pas forcément beaucoup d'audience. Et surtout que l'audience et toutes les métriques, bah, en vrai, on les suit pas. J'ai branché un site perso sur un Matomo, mais même sur un Matomo qui est un truc open source et tout, bah, je le sais pas. Donc au final, les métriques, en vrai, on peut, sauf à vraiment y mettre les moyens, à vraiment avoir une stratégie produit
analytique derrière, ça vaut pas forcément le coup, il vaut mieux s'éviter de charger des livres inutilement, tout ça. Bref, quoi qu'il en soit, il existe des alternatives. La plus connue, celle qui maîtrise le plus le marché et qui est open source et qui essaie d'être le plus respectueuse possible du RGPD, s'appelle Matomo, donc anciennement Piwik. Il existe aussi d'autres alternatives de SaaS, mais alors là je les ai vraiment plus en tête. Il y a vraiment des beaux produits, mais ça coûte un petit peu cher à chaque fois. Après ça dépend de ce qu'on veut en faire. Mais voilà, à titre d'information sur Pix, donc là où on fait entre 60 et on va dire en 120, quand vraiment c'est les charges, enfin les pics de charge, on fait entre 60 et 120 000 visiteurs par jour. On a, on a collé du Matomo. En vrai, on a vachement galéré. On a essayé de le faire tourner sur du OVH, mais après, on a le temps de poser des trucs que derrière l'infra, elle suivait pas parce qu'on avait des montées de charge, des montées organiques en plus. On a tenté de le faire ensuite sur Scalingo en mode multiserveur, mais là aussi ça devenait compliqué finalement. On a tout délégué cette partie à un éditeur, à un partenaire, fournisseur, partenaire, qui nous permet de bien tenir la charge sans non plus faire exploser la facture. Et on arrive à avoir pas mal de métriques intéressantes. C'est pas au niveau de Google Analytics, on va pas se le cacher, hein. Honnêtement, Matomo, c'est particulier comme relation avec Matomo, mais pour des gens qui veulent suivre du trafic, suivre des navigateurs, suivre tout ce genre de choses, ça fait largement le taf. Voilà mon petit retour sur Google Analytics. Bref, les Analytics, en vrai, est-ce qu'on a vraiment besoin? Bah, je suis pas forcément convaincu. Et est-ce qu'il faut faire confiance à Google? Alors oui, si on n'a pas envie de se prendre la tête et qu'on n'est pas obligé de, voilà, qu'on n'est pas un site gouvernemental, mais à partir du moment où on est sur la donnée sensible, la donnée perso, la donnée de santé, on évite. Alors voilà, ça c'est mon avis perso. Voilà pour ce deuxième sujet. Troisième sujet, le tweet de Bruno Le Maire. Le tweet de Bruno Le Maire qui était content, je pense qu'il l'est encore, hein, qui était content de pouvoir annoncer un chiffre d'1 million d'entreprises créées en 2021. Effectivement, dit comme ça, c'est un beau chiffre, ça fait plaisir. En plus, dans une période de Covid, de confinement, de crise, où, pardon, où il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de stress, de tension, ouais, c'est une excellente nouvelle. Ce à quoi, ce sur quoi des gens ont commencé à se pencher, et puis est apparue cette courbe. Alors le premier, je crois je sais pas si c'est lui ou si c'est quelqu'un qui s'appelle Michael Zemmour. Cette courbe, elle permet de révéler que, bah voilà, elle fait la catégorisation entre ce qu'on appelle les micro-entrepreneurs et les entreprises. Il y a alors je vais dire un chiffre, mais je pense que j'en suis loin, mais je pense qu'il y a une dizaine ou une vingtaine de statuts d'entreprises, notamment bien une dizaine rien que concernant pour des statuts, on va dire, d'entrepreneurs individuels ou d'une seule personne au départ. Et le problème de ce 1 million, c'est que dans ce 1 million, bah, il y a un petit peu tout qui a été mélangé. Des créations d'entreprises, on va dire, classiques, traditionnelles. Et il y a aussi, et notamment, il y a tous les micro-entrepreneurs. Pour vous raconter, alors là, je suis pas hyper calé en micro-entrepreneuriat, tout ça, même si j'essaie de m'y lancer. C'est ça la nouvelle, c'est que j'ai entrepris une initiative pour m'y lancer depuis un mois. Et donc, bah, c'est un statut qui a été, je sais plus, je connais plus la date, mais qui permet de déclarer très très facilement une entreprise, donc de se mettre nous-mêmes à titre individuel en auto-entreprise, d'être exempté de charges dans un certain montant. Donc si j'ai bien suivi les montants, il ne faut pas gagner plus, il ne faut pas encaisser un chiffre d'affaires au-delà de 72 000 euros par an et autour de 10 000 euros par mois. Donc c'est à peu près ça les limites. À partir de ces plafonds-là, bah, on redevient, comment on dit, taxable. Non, c'est pas ça le mot. On paye à nouveau des charges et ça peut monter assez vite, assez loin. Mais voilà, en dessous de certains paliers, bah, on dispose de facilité et surtout donc ça c'est un premier avantage. Deuxième avantage de ce type de statut, c'est qu'on peut le créer assez facilement.
et j'en ai fait l'expérience. Est-ce que je raconte tout de suite ou pas? Est-ce que j'avais des choses par rapport à tout ça? J'avais peut-être des choses par rapport à tout ça. Donc oui, avant de partager mon expérience, je vais partager des réflexions qui tournent aussi. Donc première chose, c'est ouais, ce graphique il est bien, mais faudrait pas nous prendre pour des saucissons. En vrai, on y mélange, dans ces 1 million, on y mélange un petit peu tout et n'importe quoi. Et notamment, on y mélange, enfin c'est du deux poids deux mesures entre les entreprises à peu près classiques et puis le statut d'entrepreneur individuel. C'est quand même pas tout à fait la même chose. Alors il y a eu des débats aussi, il y a pas, c'est pas des dramas, mais il y a eu des échanges intéressants sur Twitter et un petit peu ailleurs, quand tu as discuté de vraiment la valeur générée par ces entreprises. On parle souvent de, ouais, voilà, de services, enfin surtout de valeur générée par des entreprises. Et là, en l'occurrence, quand on est sur un statut auto-entrepreneur avec avec des montants plafonnés, etc., qu'on va essayer de ne pas dépasser, effectivement, on peut s'interroger légitimement sur la valeur qu'on crée pour la société, etc. D'un autre côté, c'est quand même du travail, c'est quand même une rémunération. Puis, tout le monde ne peut pas atteindre les plafonds aussi facilement et aussi rapidement. Donc il y a quand même, c'est quand même de la création de valeur et ça ne vient pas du jour au lendemain. Il faut quand même se lever pour générer cette valeur. Donc ouais, il y a eu tous ces échanges-là. J'ai trouvé que c'était plutôt cordial. J'ai pas vu de grosses dérives par rapport à tout ça. Mais vraiment, un des problèmes qui a quand même été soulevé, c'est l'ubérisation de ce statut et de la société en général. Effectivement, quand on creuse un petit peu, on se rend compte que beaucoup de ces micro-entreprises, pas toutes, j'ai pas été étudier les ratios de l'INSEE, mais on se rend compte que beaucoup de ces entreprises sont en fait des statuts liés à des activités de chauffeurs Uber, de chauffeurs Just Eat et compagnie, bref, à des jobs ubérisés quelque part, et qu'on peut qualifier comme des emplois précaires. Et là, tout de suite, ce chiffre, il fait un peu plus mal. Il est un petit peu moins glorieux. Voilà, c'est à prendre avec des pincettes. Après, dans l'eau, il y a quand même des gens qui s'en sortent et qui arrivent à en vivre. Donc là aussi, on va pas leur enlever, on va pas non plus cracher complètement sur le système. Mais vraiment, les chiffres, on les prend avec des pincettes. Il y a des choses bien, il y a des gens qui se lancent, et ça, c'est cool. C'est cool que des gens puissent se lancer, c'est cool qu'ils soient aidés par le gouvernement, c'est cool que ça puisse se faire rapidement aussi. Mais attention aux emplois précaires, et aux difficultés que ça cache. De mon côté, je me suis lancé dans l'aventure. Alors, moi, je suis salarié de Pix. Je compte en rester dans le salariat, il n'y a pas de souci avec ça. Mais je me suis dit que voilà, j'ai accumulé un petit peu de réseau, un petit peu d'expérience, et puis j'aimerais bien, je suis un peu touche à tout, et j'aimerais bien pouvoir accompagner, que ce soit des copains, des entreprises, ou me lancer dans des choses qui peuvent me rapporter un petit peu d'argent pour les fins de mois, grâce à des activités que je pratiquerai le soir ou le samedi par exemple, ou le dimanche, je n'en sais rien. Donc voilà, je me suis lancé dans l'aventure de me déclarer en tant qu'auto-entrepreneur. J'ai pris conseil auprès de collègues, d'amis, etc., qui m'ont conseillé d'aller sur le site de l'URSSAF. Alors il y a un site dédié. C'est là où après ça devient un petit peu le bordel, hein. Malheureusement, ça reste la France, ça reste pas mal de bureaucratie. Tout n'est pas parfait. Donc, si vous voulez vous aussi vous placer, créer votre auto-entreprise avec le statut micro-entrepreneur, alors ça ouvre pas. Il suffit de vous rendre sur ce site à auto-entrepreneur.ursaf.fr/service, et il faudra vous créer un compte, et normalement il y a un questionnaire qui est plutôt simple à réaliser, mais qui reste fastidieux, mais au final, en termes de paperasserie, il n'y a pas grand-chose. On nous demande notre numéro de sécurité sociale. Ah ouais, c'est ça. On nous demande des informations personnelles, hein, forcément, nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, toutes ces choses-là. À part ça, on ne nous demande pas grand-chose. On nous demande pas de statut. Quand on crée une entreprise, on doit créer des statuts, dire dans quelle mesure on injecte de l'argent au capital, etc. Dire quelles seront les activités, les justifier. On doit faire appel, si j'ai bien compris, à un notaire, enfin des gens qui vont être des intermédiaires représentants
représentant l'autorité, etc. Quand on crée un statut auto-entrepreneur, on n'a pas besoin de tout ça. Vraiment, c'est un questionnaire en ligne. Juste à la fin, il faudra fournir 2 papiers. C'est une pièce d'identité suivie d'un second document qui est une attestation de, comment ils appellent ça déjà, sur l'honneur de quelque chose. Les attestations sur l'honneur, en ce moment, avec les enfants à l'école, ça commence à me gaver. Mais bon, voilà, là, c'est pas très compliqué. On atteste juste que c'est nous-mêmes qui sommes bien détenteurs des papiers d'identité. Et en vrai, ça roule. À partir de là, bah voilà, moi j'ai créé mon truc, c'était assez facile. Une fois que j'avais rassemblé les papiers. Bon, alors après, c'est un site, on va dire, un peu traditionnel, hein, côté de l'État, en termes de réalisation. C'est pas super beau. L'UX, elle est ce qu'elle est. On verra. Enfin, ouais, il m'est arrivé une petite aventure, c'est que mon premier dossier, il a été rejeté, sans vraiment de motif. Et là, j'ai pas pu retrouver. Moi, j'ai dû refaire toute une demande de zéro. C'était un petit peu casse-pied. Bref, c'était un petit peu compliqué cette partie-là. Alors, c'était cool. Le formulaire, franchement, il se remplit en une demi-heure. Mais c'est après que ça se complique. Ça se complique parce que derrière, il a fallu. J'ai obtenu une réponse au bout de 15 et 3, au bout de 18 jours, je pense. Au bout de 18 jours, j'ai reçu une réponse hyper laconique. J'en ai fait un tweet pour demander de l'aide. Alors, est-ce que je l'ai mis, ce truc-là? Est-ce que je l'ai mis ouais, j'ai dû le mettre dans la foulée. Et j'ai reçu une réponse, mais what the fuck, quoi. C'est impossible quand on n'est pas dans le milieu, c'est impossible de s'en dépatouiller. Voilà, on reçoit exactement que ce truc-là. Demande refusée, et j'ai reçu l'explication. Chambre des métiers compétents. C'est que la personne ne s'est pas vraiment penchée sur mon dossier, ou elle a cru remarquer que, je sais pas, peut-être que quand j'ai déclaré l'activité, on doit quand même déclarer une activité quand on remplit le formulaire. Donc moi, j'ai peut-être pas dû sélectionner la bonne, hein, sur le moment. Je vous conseille de sélectionner, c'est quoi? C'est conseil en informatique et je sais plus trop quoi. Celui-là, il marche bien. Dans le cadre de ma micro-entreprise, je compte aussi y adresser voilà, peut-être me faire facturer des choses pour mon activité sur les réseaux sociaux, Twitter, Twitch, YouTube et compagnie. Donc il a fallu que je déclare une activité secondaire qui est la création de contenu sur les réseaux sociaux. Donc en activité principale, j'ai conseil en informatique. Enfin, je crois que c'était un petit peu plus développé, mais je ne me rappelle plus là tout de suite exactement. Et donc il faut penser il faut regarder en bas, il faut faire attention au formulaire. C'est pas forcément hyper visible, faut sélectionner activité secondaire et mettre création de contenu sur les réseaux sociaux. Et voilà pour ma deuxième demande. Mais celle-là, j'étais complètement démuni. Parce que ton influenceur, t'es ouf ou quoi? Bah justement, on sait jamais, il y a toujours un coup d'avance. Et quoi d'autre? Ouais, et puis j'étais un petit peu bloqué, donc j'ai fait une demande d'aide sur Twitter. Twitter, pour ce genre de choses, ça marche tellement bien, mais tellement. J'ai eu pas mal de, j'ai eu pas mal de réponses, pas mal d'aides. On va commencer par des choses, des petits coups de main. Donc, il y a qui? Ouais, alors, première chose par rapport au message indiqué, la chambre des métiers compétents. Il y a Jean qui s'est demandé, qui s'interrogeait à savoir si j'avais sélectionné la bonne chambre des. C'est quoi? Chambre des activités ou chambre de je sais plus quoi. Bref, il y a plusieurs choses. Et pour chaque institution ou chaque service, il y a un site. Moi, bêtement, je pensais que tout était sur l'URSSAF, mais non, sur l'URSSAF, ils ont plusieurs plateformes. Donc, quand on veut être, et vraiment, auto-entrepreneur, quand on veut être un auto-entrepreneur qui accomplit des missions de services informatiques, etc., ou en trait avec le numérique, c'est vraiment là qu'il faut aller, hein, vraiment. Contrairement à ce que dit le premier message que j'ai reçu. Mais voilà, la personne m'a demandé si elle m'a demandé si j'avais effectivement bien saisi la bonne chambre. Il se trouve que oui. On m'a aussi, préconisé. Alors c'était qui? C'était Antoine. Alors ça, j'ai pas trop compris sa question en toute franchise, hein, par rapport au code APE, etc. Ah ouais, il faudra que je parle de l'ACRE aussi. Oh, quelle prise de tête. Autre chose, mince. Ah, c'est dans les messages privés où on m'a parlé de Shine. Donc, je crois que j'avais déjà entendu parler de ce service. Et c'est un service donc qui paiement. On va commencer par là parce qu'à chaque fois ça qu'on cherche.
sans qu'on paye tous les mois un certain montant. Et Shine, c'est un service qui a l'air vraiment bien pour créer facilement son entreprise. Il s'occupe de toutes les démarches de création d'entreprise. Ça, c'est cool. Il s'occupe aussi de nous fournir différents outils numériques, notamment pour éditer et suivre ses factures. Ils fournissent aussi une carte bleue pour tout ce qui est paiement et suivre les dépenses, etc. de façon un peu pro. C'est pas interdit que j'y passe pas, surtout que la personne qui m'a parlé de Shine, j'ai été voir, il y a un lien de parrainage, du coup je vais demander son lien de parrainage. Et quand vous êtes parrain de Shine, alors en tant que parrain, vous disposez de quoi? C'est 25 € par personne qui concrétise l'affaire. Et pour les gens qui essayent, c'est pas un mois d'offres gratuites, mais 2 mois d'offres gratuites, si j'ai bien compris le délire. Donc voilà, pour l'instant je n'ai pas besoin, mais d'aventure à hauteur de 8 € par mois. Si j'arrive à me vendre un développeur senior, après ça dépendra de l'activité. En tant que développeur senior qui a 15 ans d'XP, qui a fait pas mal de tech leading, je pense que me mettre sur des petits projets, vraiment ce que je vis c'est des petits projets. Si je dois faire la réalisation sur des petits trucs, pas plus au total, hein, pas plus de 12 heures par semaine, 12-16 heures par semaine. Et je me suis mis à 680 € pour des missions de conseil ou d'accompagnement, de management, tout ça, de coaching. Là on ira taper un peu plus haut, forcément c'est des missions un peu plus méta, un peu plus haut niveau. Mais du coup payer 8 € par mois sur la base de ce tarif là, normalement ça le fait. Voilà, dans la foulée, comme je galérais, j'ai directement pingé l'URSSAF qui ont répondu, et là je m'attendais vraiment pas. Tu as aussi superindep.fr pour gérer la paperasse. Attends, je vais cliquer sur le lien. Ah, besoin de déclarer votre TVA. Ok. Ils font la création d'entreprise aussi ou pas? Après, tu me diras, normalement, là, elle est sur le point d'être créée, mais d'accord. Mais là, c'est vraiment pour la gestion. Je veux bien des conseils là pour le coup. Je connais tellement que dalle, hein, tous ces trucs-là. Là, il y a plein de petites étoiles comme Shine et tout. Ça a l'air simple, à 19 € hors taxe par mois. Donc pour le coup, plus cher que Shine, mais écoute, j'irai creuser le machin, ça m'intéresse. Voilà, quoi qu'il en soit, j'ai pas lâché l'affaire, vu que j'avais demandé de l'aide et puis que j'avais pingé l'URSSAF. J'ai pingé URSSAF au global, URSSAF Île-de-France. Je sais qu'ils maintiennent des scrappers pour saisir les déclarations URSSAF et autres bidules. Bien joué, excellent, merci. Ça c'est cool. Et donc pour en revenir, ouais, l'URSSAF, contre toute attente, ils m'ont répondu. Et donc ils ont un support qui est sur les réseaux sociaux. Et en vrai, ça le fait, hein. Ça le fait, on a été discuté en MP, je peux pas forcément vous fournir les informations et vous montrer tout ça. Mais dans la foulée, j'ai fourni mon nom, prénom, numéro de téléphone. Et il y a une dame qui a combien de temps? Ils ont été plutôt réactifs en plus, hein. Ils ont réagi au bout de 2 heures, je crois. C'est moi qui étais moins réactif parce que j'étais occupé. Le lendemain matin, j'ai refait, j'ai communiqué avec eux en MP. Et c'était quoi? Ouais, 3 heures après ou 4 heures après, vendredi, en milieu d'après-midi, il y a une dame très gentille qui m'a appelé. Et honnêtement, là, ça a tout changé. C'est comme d'hab, hein, c'est l'humain. Et là, j'ai pu lui parler de ma seconde demande de formulaire. Elle m'a fait cocher les bonnes cases et tout. Enfin, elle a vérifié que j'avais coché les bonnes cases, elle a vérifié que les informations étaient bonnes. Vu qu'elle était devant, tu peux pinguer sur Twitter, Warzy ou Florent Pellet pour en savoir plus. Merci beaucoup, Nolwenn. Et donc, le fait de passer par une vraie personne, ça a accéléré les choses. Elle a directement validé, pas validé le dossier, mais checké, fait les contrôles qui auraient été demandés. Là, c'était direct. C'était direct. Et je pense que mon dossier, cette fois-ci, j'ai bon espoir. Alors, je sais pas où est-ce que ça en est. Elle m'a dit qu'à partir de maintenant, donc ça c'était quand? C'était il y a 2 jours. Il fallait. Non, c'était vendredi. Donc elle m'a dit à partir de là, il fallait attendre 15 jours que j'obtiendrai mon numéro de SIRET, qui est le numéro d'entreprise, si j'ai bien tout compris. Quand je suis pas le plus calé là-dedans pour l'instant.
que j'obtiendrai un numéro de tirette et que je pourrais commencer, que juste une fois que j'aurai mon numéro de tirette, je pourrais créer mes comptes sur les impôts et sur un autre service de l'État que j'ai oublié. Bon, on verra à ce moment-là. Ouais, ça va. Peut-être que Shine ou que Super Web, ça va être utile finalement. Donc voilà, grâce à cette personne, grâce à Twitter, grâce à l'aide de tout le monde, j'ai pu avancer. Et puis, pour l'instant, j'ai bon espoir de voir atterrir ça. Je vous tiendrai au courant par rapport à tout ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah ouais, si, quand même, elle m'a fait. Enfin, j'ai quand même eu peur ce moment quand elle m'appelle, elle regarde mon numéro de dossier, je lui passe. Et là, au milieu du numéro, un truc à 12 chiffres, enfin à 12 lettres et caractères, elle me dit: Ah, mais monsieur, c'est un W. Ah bah non, je peux rien faire pour vous. Ok, ok, bah, il fallait un T au milieu de l'alias, parce que apparemment, c'était une lettre W, ça doit être une demande via le web. Et apparemment, c'était compliqué. Finalement, elle a creusé un petit peu plus loin. Et c'est là, bah, je conclurai là-dessus, hein. Voilà, quand on fait appel à des humains et qui se permettent de d'aller un petit peu plus loin que juste un process, et bah, direct, ça règle tout. Et on a eu un super feeling et tout. Je les remercie sur Twitter. Voilà. Pour l'instant, l'histoire continue correctement. Et ça, c'est cool. Voilà. Voilà. Ah si, pour finir aussi, dernier mot là-dessus. Dans la foulée, j'ai créé un compte sur Malte. Je voulais pas multiplier les plateformes d'indep. Si vous avez des conseils, passer par les plateformes ou pas. Normalement, j'ai du réseau. Mais là, vu que c'est une activité secondaire qui sera à quoi, autour de un voire peut-être 2 jours si vraiment je force par semaine, bah, je pense que ça va être dur de dénicher une mission. Mais normalement, j'aurais plutôt tendance à faire confiance au réseau. Mais là, j'ai quand même voulu essayer une plateforme. Celle qui m'est venue en tête en premier, c'était Malte. Donc, je me suis aussi créé un compte sur Malte. Vous pourrez voir, parce que vous me trouverez, etc. Mais on va voir. Pour l'instant, j'ai pas trop eu de sollicitations. J'en ai eu une qui s'est bien passée. Je pense que j'aurais pu être plus actif. J'avais dû répondre au bout de 18 heures. Il a fallu que je fasse moins de 2 heures, je pense. Mais pour l'instant, ça décolle pas des masses. Là aussi, hein, si on regarde mon profil, je pense que même si j'ai rempli pas mal d'informations, je pense qu'il me manque toute la partie. Il me manque des missions Malte pour commencer. Il me manque aussi des références externes, mais ça me gonflait de. Comme j'ai vraiment pas envie d'investir plus de temps là-dessus, un peu la flemme. Si vraiment je suis en galère et que j'ai vraiment envie de pousser de l'expérience, peut-être que je demanderai des sollicitations, enfin des références extérieures, mais pour l'instant, on verra ce que donne la plateforme comme ça. Voilà. En bref. En bref. Ah merde, j'en ai déjà parlé. Ah bah ouais, bah ça c'est en bref, y a pas besoin. Oh, j'ai pas checké tous les autres cases. C'est pas si grave. En communauté pour indépendants, tu as actyourjob.org. Attends, je clique. T'es indépendant, Nolwenn, c'est ça? Ah non, bah non, t'es pas. Je sais plus. T'es indépendant ou pas? Tu veux travailler autrement. D'accord. Est-ce que ça marche partout en France? Ok, on va regarder ça. Soit. Voilà. Si. Je suis salarié, mais je travaille pas mal d'indep. Ouais, bah ouais. Bah bienvenue au club, pareil. La même. Est-ce que j'y crois au freelance? On va dire que oui. On va dire que oui. C'est une tendance de fond et on verra. Mais je crois que c'est en hausse et ça m'étonne pas. Ça fait longtemps que j'ai dit qu'il y aurait de plus en plus de freelance. On va voir. Alors, dans le reste de l'actualité, Tourentech, j'ai l'impression que c'était vraiment l'endroit où il fallait être. Il y a pas au niveau du boulot, mais dans la communauté des crafters lyonnais. Ok. Tourentech, ouais, c'est bien, il m'intéresse. Alors, j'ai l'impression que c'est vraiment le gros événement. Côté Pix, on avait au moins peut-être 2 personnes qui y étaient. Mélanie, c'est sûr, et sinon, je ne sais pas qui. Ok, et j'ai l'impression que la moitié comment on appelle ça, de ma Twitter list y était. En tout cas, les gens, ils avaient l'air contents. Ça a l'air d'avoir été un bel événement.
hormis ce petit passage de drama par rapport à l'application Elise, etc. Mais j'ai l'impression que il y a eu des super retours. Voilà, ça fait plaisir. J'ai pas encore été voir, j'ai pas lu le retour de Stéphane. J'ai juste cliqué pour un petit peu ce qu'il en retourne. Ok, bon bah voilà. Là j'ai mis ça, j'ai pas été voir. Je vais lire de ce pas. Voilà. Autre actualité. Quoi d'autre? Ah oui, ça aussi c'était marrant. Twitter qui se met à faire des NFC et à essayer de capitaliser vraiment en sens thune dessus. J'ai pas été regarder plus que ça, et je crois que j'ai compris vite fait le principe. En gros, à partir du moment où on paye, on peut avoir notre tête, ou plutôt l'image de notre choix. Non, le NFC, l'image associée au NFC. Encore une fois, il y a des choses cheloues sur NFC. Attention, on peut avoir donc l'image associée au NFC dans l'app, dans la photo de profil. C'est juste comment ça s'appelle? C'est juste un hexagone. Mais voilà, NFC, attention, hein, c'est de l'argent virtuel sur des biens virtuels, etc. Et je rappelle qu'en plus, un NFC, ça utilise la blockchain, mais ça ne peut pas stocker directement l'information concernée. Donc, quand on achète les titres de propriété sur une image, c'est pas l'image qu'on va mettre dans la blockchain, c'est juste un lien vers l'image. Et pour peu que quelqu'un a la main sur le serveur qui détient l'image, il peut remplacer l'image dont vous détenez le titre de propriété par une image de caca. Il y a quelqu'un qui a fait ça sur internet. Bref, quoi qu'il en soit, donc tout ça, à mon sens, là c'est un avis tranché, un parti pris, peut-être que j'aurais tort, on s'en fout. Les NFC c'est de l'argent virtuel. Et sauf que Twitter, avec ça, eux ils font des vrais sous. Si jamais il y a la hype des NFC qui s'évapore et que ça ne génère plus d'argent, bah en attendant, Twitter, eux, ils auront accumulé des vrais sous par rapport à tout ça. Donc tant mieux pour eux. Mais voilà, ouais, ça me fait rigoler, mais bon, ça va plus loin que ça. Sinon, dans les autres news, Coding Game qui a sorti une étude en association avec CoderPad. Ma conclusion globale, le mieux c'est d'aller voir, voilà, l'étude elle est faite, hein, ils ont à chaque fois fait un récap, une synthèse pour chaque partie, travailler en tant que développeur, etc. La synthèse elle est vraiment bien, ça se lit bien comme rapport. En vrai, ça se lit bien en moins de 10 minutes, allez, en 5 minutes, mais autour de 7 minutes, c'est torché pour qu'on y mette un petit peu attention. Comme d'hab, les US payent mieux, nous on est 9ème, je crois, voilà, derrière la Belgique et derrière l'Allemagne, les Pays-Bas. Mais au global, je trouve que c'est quand même très très axé recrutement. En même temps, c'est publié sous la marque Coding for Work. Voilà, le mieux c'est de lire l'étude pour vraiment choper les facts un petit peu saillants, les faits un petit peu saillants. Il y a Jérémy Mouzin qui a fait 15 threads, aussi qui a les informations principales. Ce que je retiens, c'est qu'il y avait moins de participants que l'année dernière. Donc ils avaient fait le même genre d'enquête l'année dernière, ils avaient obtenu plus de 15 000 participants. Là, ils sont que à près de presque 14 000. Je sais pas, ça veut dire quelque chose. Bref, on y apprend quoi d'autre? On y apprend que en général les développeurs, que l'adéquation des développeurs par rapport au marché, même sur des langages un petit peu plus restreints quelque part, Scala, Rust, finalement ça se compense. On y apprend quand même qu'il y a un gros déficit, un gros manque de main-d'œuvre, notamment qualifiée, et que c'est de plus en plus dur de trouver des devs qualifiés, et notamment des devs full stack, mais pas que. Les devs aussi qui font de l'intelligence artificielle, ils ont certainement le vent en poupe. Et puis dernier mot sur cette étude, c'est la corrélation. Alors les développeurs et les recruteurs en termes de critères de recherche, on va dire que si je résume bien, 2 critères sur 3 sont concordants, donc que ce soit les devs ou les recruteurs, ils savent qu'il faut aller du côté du dev web et du côté de l'IA. Donc ça c'est ok. Après, dans leur déclaration, les devs ils déclarent qu'ils souhaitent faire un peu plus de jeux vidéo, là où les entreprises elles cherchent un petit peu plus de. Alors, c'est quoi le troisième truc, genre CRM ou je sais pas quoi. Et ouais, il y a un petit gap à ce niveau-là. Mais sinon, tout ce qui est dev web et IA, enfin big data, etc., autour de la data,
bah, ça fit plutôt pas trop mal. Quoi d'autre dans les choses qui me reviennent là par rapport à l'étude? Ouais, là aussi il y a un petit delta parce que les entreprises elles cherchent du Angular de plus, mais aussi du React, mais surtout enfin voilà, il y a beaucoup d'Angular. Les entreprises elles continuent de miser sur Angular, là où les devs ils vont chercher plus du React et du Vue notamment. Ouais, je crois que c'est cette page là qui le dit. Voilà, le mieux c'est d'aller consulter soit le thread de Jérémy, soit le Coding Game qui sera en lien de la vidéo. Dernière chose, avant de passer aux outils, il est déjà 22 heures. Hop, je pense que ça ne durera pas trop longtemps, enfin je sais pas, on verra. Dernière chose, alors moi ça m'intéresse particulièrement en tant que manager, il y a Eric qui a partagé donc ce site, et surtout ce site c'est quoi? C'est un framework carrière en termes de management. Alors encore une fois, c'est un modèle, hein, ça vaut ce que ça vaut. Mais personnellement, je trouve que c'est plutôt cohérent, plutôt bien fait. Moi, ça me soulève, enfin voilà, ça résonne avec mon activité depuis plusieurs années maintenant. Et je pense que ça vaut le coup d'y jeter un œil et surtout de l'adapter par rapport à son contexte. Mais n'hésitez pas à aller voir sur Engineering Leaders ou Ladders, je sais pas comment on dit. Il y a des pistes de réflexion intéressantes. Voilà pour l'actualité de la semaine.